Acteurs Publics TV, toujours ici au cœur de la 35e convention des intercommunalités de France. Merci de nous suivre. On vous fait vivre ces 2 jours à ici, je vous le rappelle, à Toulouse jusqu'à demain. Les intercommunalités, actrices clés de la cohésion sociale, elles mobilisent de plus en plus de compétences pour structurer une politique sociale intégrée. On va discuter avec nos 3 intervenants maintenant de comment monter un projet de cohésion sociale structurée dans un territoire, comment sortir des silos. 3 intervenants avec nous. D'abord, Anne Terlez, bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente de Seine-Eure Agglo, vice-présidente de la cohésion sociale à Intercommunalité de France. Merci d'être avec nous. Régis Banquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Carcassonne Agglo. Et puis Jérôme Sourisseau, bonsoir. Vous êtes maire de Bourg-Charentes, président de l'agglomération de Grand Cognac et président aussi du conseil départemental de la Charente. Première question, on va donc parler de cohésion sociale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment et pourquoi, surtout, selon vous, il est important de s'investir au niveau intercommunal dans la construction d'un projet de cohésion sociale? Jérôme Sourisseau. Alors, on sort d'un atelier où on a beaucoup abordé ce sujet. Le constat qu'on faisait un petit peu, c'est que en fait, les intercommunalités font de la cohésion sociale sans forcément s'en rendre compte. Parce que quand elles se sont construites, au départ, elles étaient plutôt sur les axes de développement économique, sur l'aménagement du territoire. C'était vraiment les compétences fondamentales des 15 dernières années. Et depuis ce mandat, probablement, un peu avant, suivant les territoires, parce que le paysage est très hétérogène dans ce domaine-là, elles se sont toutes de plus en plus investies à travers les compétences d'enfance, de crèche, de transport, d'accès à la culture. Bref, dans chacun des domaines, en fait, ce levier-là est pris en compte par une différenciation sur le coût du service, par exemple, pour les familles, par une volonté d'apporter le même service sur l'ensemble d'un territoire, que ce soit des quartiers prioritaires, de la ruralité, en ville, etc. Et donc, c'est à travers toutes ces compétences, finalement, au départ, pas forcément sociales, que les intercos s'y investissent, en fait, dans chacune d'entre elles. Même question, Interlez. Peut-être faut-il rappeler que sur les 1250 intercommunalités en France, la majeure partie d'entre elles, les 3 quarts, en fait 75%, sont des intercommunalités rurales, des communautés de communes. Et donc en communauté de communes, et d'ailleurs on l'a rappelé encore ce matin en plénière, mais c'est vrai aussi pour les communautés d'agglomération, on ne fait rien seul en fait. Et donc à tous par contre, on peut faire beaucoup. Et c'est une des raisons pour lesquelles les communautés de communes, donc les communautés plus rurales, ont ouvert la voie et se sont mobilisés en mutualisant des moyens pour répondre à des besoins qui étaient des besoins de la population en matière de petite enfance, en matière de jeunesse, en matière scolaire aussi. C'est une compétence qui est peut-être pas suffisamment connue, mais nécessité fait loi. Et donc elles se sont organisées autour déjà d'un projet un peu social de territoire par nécessité. Régis Banquet, comment vous approchez, vous abordez cette question de la cohésion sociale dans votre territoire, à Carcassonne? Alors, nous, on l'a abordé il y a pas mal de temps parce que Carcassonne Agglo, et je dirais même le département de l'Aude, est un territoire très pauvre. Et donc, on a des populations qui sont en demande et qui ont besoin qu'on soit à leur côté pour bien les accompagner, les aider, essayer de faciliter leur vie au quotidien. Et donc, depuis bien longtemps, nous avons eu l'idée de nous regrouper, tout simplement. On a créé, donc, au niveau de l'agglo de Carcassonne, un gros CIAS. Aujourd'hui, on a 1200 agents au CIAS, justement, pour que ce soit dans la ville-centre ou que ce soit dans la plus petite commune, on ait l'égalité de service pour tous. Et juste un exemple, Carcassonne, 3 quartiers prioritaires de la ville, 15 000 personnes dans ces quartiers sur 45 000 habitants. Ça demande bien sûr un regard particulier pour bien les accompagner, les aider et faire en sorte que ces personnes-là ne se sentent pas délaissées, éloignées, déclassées. Et donc on doit être à leur côté. Et c'est pour ça qu'on a réagi depuis longtemps pour tous ces sujets, de la petite enfance jusqu'au maintien en domicile des personnes âgées, pour l'intégrer au niveau de la communauté d'agglo, pour qu'on puisse avoir la surface financière justement pour pouvoir agir au quotidien pour nos concitoyens. Interlez, vous travaillez avec le département sur cette question-là. Oui, absolument. Alors nous, on a, en fait, cette question du projet social de territoire est née du diagnostic de territoire, tout simplement. Donc, sur Seine-Eure, c'est 60 communes, 103 000 habitants, 4 quartiers de géographie prioritaire, maintenant répartis sur 3 communes.
un taux de pauvreté d'environ 20%. Et quand on regarde exactement les chiffres, on s'aperçoit que les 2/3 des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté n'habitent pas les quartiers prioritaires. Donc effectivement, on a une intensité et une densité de pauvreté dans les quartiers, mais les 2/3 de ces habitants sur Seine-Nord n'habitent pas les quartiers, donc sont dissimulés en centre-bourg dégradés ou délaissés, et surtout dans la ruralité, avec des poches de pauvreté qui est beaucoup plus difficile en fait à repérer. Et donc c'est la raison pour laquelle on a commencé par une convention territoriale globale avec la CAF, et qu'on a été un peu plus loin en menant un diagnostic de territoire qui nous a permis d'élaborer un projet éducatif social local qui est du coup un document finalement de planification à la fois en matière de garde d'enfants, d'accompagnement à la parentalité, mais aussi d'inclusion des personnes en situation de handicap pour un public plutôt jeune. Mais évidemment, on l'a largement élargi à l'ensemble des habitants. Et par ailleurs, je suis vice-présidente du conseil départemental et j'ai en charge plutôt les solidarités. Et nous avons eu la chance en 2021 de mener, 2021-2022, une grande concertation, c'est un mot un peu galvaudé, mais en tout cas des assises des solidarités, qui n'étaient pas celles du conseil départemental, mais bien celle du département. Et ça a abouti à re-questionner la manière dont on mène les politiques de solidarité au département. Et j'ai réussi à faire passer l'idée qu'il était utile de les considérer et de les différencier en fonction de chacun des bassins de vie que représentent les intercommunalités qui composent le département. Et donc désormais, on a un pacte de solidarité pour le département, mais qui se décline par intercommunalité, une réorganisation des services départementaux, et donc avec l'espoir qu'on arrive à faire effet levier et qu'on aille bien tous dans le même sens, et cette capacité à différencier de manière très forte nos politiques sociales, en affirmant bien sûr la position du département comme chef de file, mais avec l'ensemble des politiques publiques qui sont menées dans nos intercommunalités. L'intercommunalité doit jouer un rôle de coordinateur justement de tous les acteurs concernés. C'est vrai que le fait intercommunal nous installe de plus en plus comme le référent d'un bassin de vie. Et on a vu l'évolution nettement depuis la création des intercos. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de se passer. Et on le voit bien que pour beaucoup d'acteurs, d'ailleurs, régulièrement, maintenant, c'est l'interco qui est sollicité pour dire comment vous imaginez votre territoire, quelles sont les difficultés dans votre territoire. Parce que cette vision globale est intéressante pour l'ensemble des partenaires qui sont amenés à travailler. Le sens des CTG, par exemple, avec la CAF, va complètement dans ce sens-là, parce qu'on fait un diagnostic, on regarde les forces et les faiblesses sur les quartiers, les ruralités. On a une diversité sur les communautés de communes ou communautés d'agglo qui est extrêmement large. Et cette vision globale est assez intéressante pour les partenaires. Donc c'est sûr, progressivement, sans déjuger, sans déposséder les communes, cette notion de bassin de vie est de plus en plus intéressante pour les acteurs qui veulent intervenir sur un territoire. À la fois intéressante et très concrète pour les habitants et pour tous les acteurs concernés. Je voudrais qu'on mette l'accent sur une politique de la cohésion sociale, celle de la petite enfance. En quoi cette politique-là, celle de la petite enfance, est un angle d'entrée privilégié pour construire un projet social de territoire, d'après vous, Anne-Therlès ? C'est un axe privilégié parce que là se joue une question d'égalité en fait territoriale, et que évidemment on a des villes ou des villes de taille moyenne qui peuvent porter des structures de petite enfance, mais que dans une commune de quelques centaines d'habitants en fait c'est pas possible. Or dans les communes de quelques centaines d'habitants, et elles sont nombreuses en France et elles sont nombreuses sur nos territoires, on a des familles qui ont un besoin de garde d'enfants, à la fois pour du répit, donc de manière peut-être plus courte, pour être accompagnés dans leur parentalité, ou tout simplement pour pouvoir aller travailler. Et donc travailler la question de la garde d'enfants, de la parentalité sur nos territoires, c'est garantir une équité territoriale, et en tout cas d'essayer de réduire ces inégalités. Une commune de quelques centaines d'habitants, elle ne peut pas le faire toute seule. En fait, c'est juste pas possible. D'où l'intérêt et la force du fait intercommunal, puisqu'on peut mutualiser des moyens, on peut soutenir la création de MAM, on peut aller chercher, on peut travailler sur l'attractivité des métiers, essayer d'aller recruter des assistantes maternelles, composer des relais d'assistantes maternelles pour qu'elles ne se sentent pas seules, etc. Ces politiques-là permettent vraiment de réduire des inégalités territoriales.
Régis Banquet, quelle réponse apporte Carcassonne Agglo sur cette question de la petite enfance? Alors, cette question, pour nous, elle était majeure. Parce que lorsque j'ai pris la présidence de Carcassonne Agglo en 2014, on était largement en dessous des ratios de places de crèches sur le territoire. Donc on a fait deux choix politiques. Le premier choix, c'est que toutes les crèches sur le territoire sont publiques pour qu'il y ait un accès, je dirais, permis à tous, même je dirais, les plus fragiles ou les plus démunis, qu'ils aient accès à cette garde-là et que ça donne une attractivité supplémentaire à notre territoire. Et sur Carcassonne Agglo, qui contient 83 communes, quand même, c'est assez large comme territoire. On a souhaité mailler tout le territoire et donc il y a des crèches, bien sûr, sur Carcassonne, dans le milieu urbain, mais des crèches dans la ruralité pour que chacun puisse profiter de cette garde d'enfants. Et cette garde d'enfants, aujourd'hui, elle est aussi conditionnée par je dirais, la proximité de certains métiers. C'est-à-dire, on a des crèches qui sont, par exemple, à côté de l'hôpital. Elles sont ouvertes de 6 h du matin à 22 h le soir pour que ça corresponde aux heures de garde du personnel soignant. Et donc, avec des places réservées, bien entendu, etc. On a des crèches qu'on a installées dans des zones d'activité pour, là aussi, coller aux besoins des personnes qui travaillent dans ces zones qui n'ont pas forcément les mêmes horaires que des horaires de bureau, par exemple, qui sont plus stables et plus comprimés. Donc, voilà, c'est tout un panel que nous avons offert à notre population. Aujourd'hui, on arrive, je dirais, à être au-dessus des ratios nationaux. C'est une victoire pour nous parce que ça permet à la fois de donner cet accès et à la fois d'avoir une attractivité pour les personnes qui viennent s'installer sur notre territoire. Ce que vous dites montre bien qu'il y a un enjeu d'adaptation aux contraintes à la fois du territoire et des familles quand on parle de petite enfance, et c'est peut-être effectivement le niveau d'intercommunalité qui répond le mieux à cette demande d'adaptation. Même question dans le Grand Cognac, Jérôme Sorisseau, est-ce que c'est les mêmes demandes d'adaptation, les besoins d'adaptation et de suivre les attentes des familles? Il y a quelque chose peut-être qu'on oublie qu'il faut remettre, c'est que si les intercommunalités n'existaient pas aujourd'hui, compte tenu des finances publiques locales, on verrait les villes-centres continuer à avoir un minimum d'équipements, de crèches, de centres de loisirs, mais les contraintes financières les amèneraient probablement à être de plus en plus différenciants entre les enfants issus de leur territoire avant d'accueillir ceux de l'extérieur. Et on le voit d'ailleurs parfois dans certaines villes qui prennent des décisions d'avoir des tarifs plus élevés pour les enfants qui viennent d'autres territoires, etc. Le fait intercommunal a neutralisé tout ça, quand la compétence est prise, bien sûr. Ça a permis d'apporter un même service à tout le monde et avec une volonté d'aller, comme le disait mon prédécesseur et collègue, d'aller souvent au meilleur endroit, là où il y a de l'emploi, là où il y a un quartier prioritaire, ou là d'apporter quelque chose en ruralité pour les gens qui ont la difficulté pour se déplacer. Donc ça montre bien tout le sens du fait intercommunal qu'on a tendance à oublier, mais que se passerait-il aujourd'hui si les intercommunalités n'existaient pas? Alors il faut pour tout ça aussi décloisonner, faire appel, on l'a dit tout à l'heure, à différents services, supprimer des silos. Quelle méthode vous avez mis en place au Grand Cognac pour justement fédérer autour de ces enjeux, pas forcément de la petite enfance seulement, pour créer un projet de cohésion sociale? En fait, alors, moi j'ai peut-être une expérience un peu particulière. C'est une agglomération qui s'est créée vraiment dans la difficulté suite à la loi NOTRe. Donc je n'ai pas souhaité, on n'a pas souhaité avec mes collègues construire tout de suite un grand projet de territoire parce qu'on allait passer 2 ou 3 ans à travailler avec un cabinet ou en interne, sans savoir vraiment où on allait parce que tout le monde y venait un peu avec des contraintes, des compétences qu'il a fallu rendre aux communes. Très brièvement, hein, entre le 31 décembre 2018 et le 1er janvier 2019, j'ai 160 personnels qui sont passés des communes à l'agglo, 92 qui sont passés de l'agglo aux communes et 103 bâtiments qui ont changé de propriétaire. En une nuit, vous voyez, donc vous imaginez tout ce qu'il y avait derrière. Donc le choix qui a été fait, c'est qu'au fur et à mesure, à chaque fois qu'une politique où on était assez mature, politique dans le sport, parce qu'on a de très nombreux équipements sportifs, dans l'enfance-jeunesse, en fait, on a fait voter à la commission et en assemblée une feuille de route, un document cadre sur cette politique-là. Et on les a additionnés petit à petit en fonction de la maturité des élus et de la connaissance et d'expertise des services, parce qu'il fallait que tout le monde intègre tout ça. Donc ce projet, en fait, on n'a pas eu un projet de territoire un peu classique. En fait, on l'a co-construit au fur et à mesure de la maturité. Maintenant, il est évidemment bien élaboré et je pense que le prochain mandat va être l'occasion, cette fois, de bien réinterroger parce que ça y est, les choses sont bien en route. Mais ce mandat a été consacré beaucoup à ça. Régis Banquet, même question sur vos méthodes pour fédérer, justement, construire ce projet avec tous les acteurs concernés.
Alors, nous, on n'est pas du tout dans le même cas, puisque nous, c'était une intercommunalité souhaitée. Ouais. Donc, on a rassemblé 5 communautés de communes avec la communauté d'agglomération en 2013. Et donc, l'idée qui nous a conduit, c'est le mot social. Souvent, il est ou galvaudé ou assimilé à de la citana, etc. C'est presque un gros mot aujourd'hui. Et donc, à la fois beaucoup d'élus, mais aussi dans notre population, on sentait un rejet de ce mot social. Donc, on n'a pas voulu faire un projet social sur le territoire. On est à faire un projet de territoire où on va embarquer le social à tous les étages, que ce soit sur l'économie, que ce soit sur l'aménagement du territoire, l'habitat. Bien sûr, avec le CIAS, on a un bras armé qui porte notre politique sociale, parce que les élus qui voulaient se rassembler sur cette grosse agglo XXL, ils avaient une pensée vraiment très déterminée pour que cet agglo, qui a cette surface financière qui lui permet de faire des choses, eh bien, elle puisse apporter du service et du service public et donc de l'accompagnement social pour nos concitoyens. C'était une volonté, je dirais, de l'ensemble des élus qui était parfois pas totalement intégrés à leur vision politique, je dirais presque politicienne, mais lorsque on est passé à l'écriture du projet de territoire, évidemment, tout est devenu naturel et ça a pu être fait. Et je dirais que le social à tous les étages pour nous, ça a été un moment important pour faire prendre conscience à la fois aux élus et à la fois à notre population que bien, une interco, elle est indispensable aujourd'hui au quotidien des gens. Le quotidien des gens, il est rythmé par l'intercommunalité aujourd'hui à travers les services qu'on peut leur apporter. Interlès, vous êtes passé, vous, par la contractualisation avec des départements notamment? Alors, en fait, on a d'abord cherché à travailler sur le reste à vivre des ménages. Et pour ce faire, travailler sur les dépenses contraintes. Donc aujourd'hui, sur une intercommunalité comme la nôtre, c'est le logement, dont on sait que ça pèse de plus en plus en fait, dans les dépenses contraintes, enfin, dans le budget global. Donc le logement, donc la construction, évidemment, arriver à produire du logement à coût modéré, la question de la consommation des énergies, donc c'est toute la question de la rénovation énergétique, la mobilité, l'eau et l'assainissement, etc. Donner accès à une eau voilà, de qualité et à un prix raisonnable, etc. Voilà. Donc on est d'abord parti de ça, en fait, des politiques publiques que nous menions et dans lesquelles on pouvait avoir une vision sociale. Et puis après, on s'est dit qu'il fallait qu'on aille plus loin. Et donc, on est passé par la contractualisation avec la CAF sur effectivement cette question petite enfance, enfance, parentalité. Et puis petit à petit, on s'est dit qu'il fallait aller plus loin, d'où le PESL. Mais il y avait le directeur de la Fédération des centres sociaux tout à l'heure à l'atelier qui nous disait en fait, ce qu'il faut pour avoir un projet social de territoire intéressant, et sa gouvernance, bien sûr, c'est passer du jardin à la française au jardin à l'anglaise. Voilà, je pense qu'on voit assez bien ce que ça peut donner. Et donc, nous avons travaillé en fait par espace de vie, c'est-à-dire qu'on a redécoupé en sous-territoire notre intercommunalité, parce qu'effectivement, il y a des sous-territoires, des espaces de vie qui se forment. Et le diagnostic a été fait par espace de vie, ce qui nous a permis du coup de bien travailler avec l'ensemble des acteurs locaux, à commencer par les habitants directement et par les communes et les conseillers municipaux. Et d'ailleurs, ça a eu cette vertu d'être extrêmement intégrateur et de faire naître aussi des projets de solidarité, d'une solidarité horizontale. Voilà, il y a eu des initiatives qui ont été prises après. Donc tout passe pas forcément par la contractualisation. Donc on a fait ce diagnostic et ensuite on a dégagé des priorités par espace de vie avec une vision bien sûr complète. Et derrière donc, notre projet éducatif social local qui supervise l'intégralité des contractualisations qu'on peut avoir, donc le contrat de ville pour les quartiers prioritaires, la CTG, les programmes de réussite éducative, etc. Donc on essaye, enfin ce projet éducatif social local, c'est un peu notre dénominateur commun et chapeau, un document de planification qui est un peu chapeau avec tous les autres. Et avec le département, il existe effectivement maintenant un pacte local des solidarités qui permet une déclinaison, un renfort des moyens grâce aux politiques sociales et de solidarité du département.
Merci beaucoup Anne Turlez, merci Jérôme Sourisseau, merci Régis Banquet Merci. d'être venus merci à tous les trois d'être venus sur le plateau d'Acteurs Publics TV ici installé au cœur de la Convention des intercommunalités de France à Toulouse. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite pour une prochaine interview sur Acteurs Publics TV. Merci.